Aujourd'hui, on ouvre le manuel stratégique des entreprises. Comment font-elles pour construire et motiver leurs équipes dans un monde qui change à toute vitesse? Allez, on plonge ensemble dans les coulisses du monde du travail. Tout commence par cette question, qui est vraiment centrale. Et pour y répondre, les entreprises, elles ne laissent rien au hasard. Elles ont un vrai plan de match, une stratégie bien rodée pour essayer d'anticiper l'avenir. Regardons ça de plus près. La toute première partie de ce manuel, c'est ce qu'on pourrait appeler le plan de match des ressources humaines. C'est la vision à long terme pour gérer les talents. Et son petit nom de code, c'est la GPEP. La GEP, c'est un peu le GPS de l'entreprise pour ses équipes. L'idée est assez simple, mais elle est super puissante. Il s'agit de s'assurer qu'on a les bonnes personnes, avec les bonnes compétences, au bon endroit et surtout au bon moment. C'est vraiment un exercice d'anticipation qui est vital pour la survie et la croissance d'une boîte. Ce schéma résume parfaitement le processus. D'abord, l'entreprise regarde qui elle a dans ses équipes, quelles sont ses forces actuelles. Ensuite, elle essaye d'imaginer de quoi elle aura besoin demain. Et quand on compare les deux, on trouve ce qu'on appelle un écart. Et cet écart, il peut aller dans deux sens. Soit c'est un écart positif, et là ça veut dire qu'il y a un manque, l'entreprise a besoin de plus de monde ou de nouvelles compétences, soit c'est un écart négatif, là c'est un surplus, elle a plus de ressources que de besoin. Dans les deux cas, évidemment, il faut agir. Et pour agir, voilà la boîte à outils. S'il manque des gens, on peut former les équipes qui sont déjà là, recruter à l'extérieur ou bien promouvoir en interne. Et s'il y a un surplus, les options vont de la gestion des départs en retraite à la réduction du temps de travail. À chaque situation, sa solution. Ok, on a parlé du plan stratégique. Mais un plan, aussi brillant soit-il, il ne vaut rien sans l'élément humain qui le fait tourner. Il faut de l'énergie, de l'engagement. Et c'est là, bien sûr, qu'intervient la motivation. Cette citation, elle dit tout. La motivation, ce n'est pas juste un bonus, c'est le carburant de l'entreprise. Sans ça, le moteur cale, tout simplement. Une organisation qui marche, c'est une organisation qui a compris comment garder ses salariés et comment les motiver. Traditionnellement, on identifie souvent ces 4 grands piliers de la motivation. Il y a la paye, bien sûr, la récompense du travail. Mais il y a aussi la sécurité de l'emploi, les perspectives de carrière et l'intéressement. C'est un peu le socle historique sur lequel les entreprises ont longtemps construit leur stratégie. Mais pour aller plus loin et vraiment piger les mécanismes de la motivation, ça vaut le coup de se pencher sur quelques théories de psychologie assez classiques. Elles nous donnent des clés de lecture super intéressantes. Alors voilà la célèbre pyramide de Maslow. Sa théorie, c'est que les besoins humains sont organisés par étages. Il faut d'abord satisfaire les besoins de la base, manger, dormir, être en sécurité, avant de pouvoir être motivé par les étages supérieurs, l'appartenance à un groupe, l'estime de soi et tout en haut, l'accomplissement personnel. En gros, on ne peut pas construire le toit sans fondation solide. Herzberg, lui, il propose une autre vision, en 2 parties. D'un côté, il y a ce qu'il appelle les facteurs d'hygiène, le salaire, les conditions de travail, la sécurité. S'ils ne sont pas là, ça crée de l'insatisfaction. Mais attention, leur présence ne suffit pas à motiver. Et de l'autre côté, il y a les facteurs de motivation. Un travail intéressant, la reconnaissance, avoir des responsabilités. C'est eux qui créent la satisfaction. Et le point crucial ici, c'est que la vraie motivation, elle vient du contenu même du travail. Bon, maintenant on change de perspective. Parce qu'un nouvel acteur est entré en scène et il est en train de complètement réécrire les règles du jeu. C'est la génération des Digital Natives. Ces personnes, elles ont grandi avec Internet, les smartphones, les réseaux sociaux. Leur rapport au monde, à l'info et donc au travail est fondamentalement différent. Elles sont le pur produit d'une économie numérique. Leurs caractéristiques sont assez claires, ultra connectées, habituées à ce que tout aille très vite et habituées à partager l'information en permanence. Et ces traits de caractère, ils sont loin d'être anecdotiques. Ils redéfinissent complètement ce qu'ils attendent d'un employeur. Du coup, leurs attentes ne sont plus les mêmes. Bien plus qu'un simple salaire, ils cherchent un boulot qui a du sens, dans une boîte où on collabore, ils veulent de la reconnaissance, pouvoir se développer et, point super important, un véritable équilibre entre leur carrière et leur vie personnelle. Et face à ces nouvelles attentes, les entreprises n'ont pas vraiment le choix. Pour attirer ces nouveaux talents, et surtout pour les garder, elles doivent mettre à jour leur manuel. Le plan de match est en pleine réécriture. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? D'abord, un management moins vertical, plus participatif. Ensuite, le déploiement d'outils numériques pour que tout le monde puisse collaborer facilement. Et enfin, l'intégration de la flexibilité avec le télétravail en tête d'affiche. Ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est une transformation en profondeur de la culture d'entreprise. Cette image, elle résume parfaitement ce nouveau monde. On passe d'un modèle basé sur le contrôle à un modèle basé sur la confiance. La collaboration, la reconnaissance, la quête de sens et la flexibilité, ce ne sont plus des options. Ce sont les nouveaux piliers du monde du travail de demain. Et tout ça nous amène à la question finale, une question que chacun peut se poser. En voyant ces tendances, cette évolution des stratégies et des attentes, est-ce que l'environnement de travail qu'on connaît aujourd'hui est en phase avec cet avenir qui se dessine? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.